Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Coraline Jortet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Femme d'ombre, femme de lumière, dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui Coraline Jortet. Bonjour. Donc nous avions parlé de ta carrière en tant que traductrice la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre volet de tes activités que tu avais juste mentionné, qui était plus autour de la recherche. Tu es chercheuse au CNRS depuis 2023 et historienne de la Chine moderne et en particulier des questions de genre, de traduction et de politique linguistique. Tout à fait, c'est extrêmement bien résumé. Comment est-ce que tu as commencé à faire ces recherches ? Donc, tu étais un doctorat sur les pronoms genrés chinois ? Tout à fait. Alors, j'ai fait une thèse à l'époque à l'Université libre de Bruxelles, au départ d'un corpus littéraire, et je me suis rapidement rendu compte en travaillant sur la période des années 20-30 en Chine, tout un tas d'auteurs et autrices utilisaient les pronoms d'une manière qui me semblait un peu surprenante au regard des pratiques d'aujourd'hui. Notamment chez certaines autrices féministes ou chez certains auteurs anarchistes. Et puis j'ai plongé, grâce à ça, de plein pied plus tard, au cours de mes recherches postdoctorales en Angleterre, et puis aujourd'hui, vers des sujets au carrefour de l'histoire de la traduction et de l'histoire des politiques de réforme linguistique, en fait, dans la manière dont la question du genre, qui nous paraît tellement 21e siècle, devient un sujet féministe de premier plan en Chine dans les années 20. Et ça se matérialise sur la question des pronoms, mais ça se matérialise aussi sur la question de la réforme de la patronymie et des noms de famille. Ça se matérialise également sur la question du sexisme ou pas intrinsèque à certains caractères chinois qui ont la clé de la femme. Donc c'est tous des débats qui ont été extrêmement vifs en Chine dans les années 20-30 et qu'on a quasiment oublié aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a effectivement, quand on apprend la langue chinoise et l'écriture, des questions qui se posent à un moment, rien que dans l'écriture des caractères hommes et femmes, puisque le caractère homme, c'est la clé du champ avec la clé de la force, donc c'est plus la force de travailler, et la clé de la femme, c'est le dessin extrêmement simplifié d'une femme agenouillée. C'est souvent présenté comme ça, en tout cas. Donc c'est déjà deux images qui sont très, très différentes de comment est-ce qu'on définit ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Oui, c'est ces caractères-là qui font question à l'époque, mais c'est surtout des caractères de type, par exemple, le caractère Tien qui a 3 fois, en écriture non simplifiée, 3 fois la clé de la femme, qui veut dire vil, sournois, ou qui est utilisé pour dire très, très viol. Alors c'est quelque chose qui va énormément faire réagir les féministes à l'époque. C'est également une question qui se pose au moment de ce qu'on a appelé l'invention du pronom « elle » en chinois, puisque on sait très bien aujourd'hui à l'oral à Taïwan, « il » c'est « ta » et « elle » c'est « ta ». C'est le même son. Et à l'écrit, les graphies sont différentes, mais c'est quelque chose qui remonte à la fin des années 1910, le fait que ces graphies différenciées existent. Et suite à cela, suite à cet ajout différencié d'un pronom écrit pour « elle » dans la langue nationale en formation, se pose en fait un débat qui est celui de « tiens, mais si on fait un « il », un « elle » et puis le « ta » neutre, l'équivalent du « it » en anglais, pourquoi 3 ? Pourquoi pas plus de genres que 3 ? Et à ce moment-là, certains groupements anarchistes ont proposé, mais pourquoi pas 4 genres, un masculin, un féminin, un neutre, et puis un genre commun, à la fois pour les groupes d'hommes et de femmes, ou pour les personnes pour lesquelles c'est pas clair, ou pour on ne sait pas, ou elles ne disent pas. C'est vrai que j'avais appris aussi le ta pour les animaux, ou bien le ta du divin, qui sont encore des pronoms qui s'écrivent différemment. Tout à fait. Et à la même époque, ça devient un débat théologique énorme. Par quel pronom doit-on désigner Dieu ? Y en a-t-il qui sont plus polis et honorifiques que d'autres ? Et c'est pas uniquement la question du ta, la question du you, du thou
de la Bible en anglais, puisque souvent des missionnaires et des cercles intellectuels chinois plutôt anglophones dans lesquels ce débat se pose, se disent mais tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi inventer un nid qui soit un nid avec la clé de la divinité pour parler correctement à Dieu. Donc c'est des débats qui ont existé. Et celui-là, il n'a pas pris, j'imagine. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Non, il existe, mais il n'a pas pris et il n'a pas survécu au tournant de l'informatique et au tournant Unicode qui évidemment conditionne ce qu'on peut écrire informatiquement aujourd'hui en chinois. Oui, parce que au niveau d'état, donc il, elle, prenons la troisième personne, là il y a quand même toute une variété qui a survécu, qu'on peut taper avec l'ordinateur. Oui, et en même temps il y en a d'autres qui n'ont pas survécu, comme un pronom alternatif qui avait été proposé par l'anarchiste Liu Dabai, qui consistait à faire le ta masculin avec la clé de l'homme, avec le nan de l'homme. Parce que sinon, c'est la clé de l'être humain. C'est la seule utilisée avant. Oui. Et qui est devenue à désigner le masculin. Voilà, et ce qui a fait énormément, tout à fait, l'objet de débat à l'époque, parce que les féministes disaient, mais de quel droit, en fait, relègue-t-on les femmes avec les hommes ont la clé de l'être humain, les femmes la clé de la femme, et les animaux la clé du buffle. Qu'est-ce que ça dit socialement de la société c'est quelque chose qu'on retrouve encore et encore dans la presse périodique des années 20-30, jusqu'à 40, un peu moins déjà. Mais... Et du coup, comment est-ce que, au niveau de tes études, tu as continué après à partir de ça? Parce que tu as travaillé de manière plus large sur le genre et la littérature. Donc, qu'est-ce que ça a donné ensuite? Ça a donné plus tard des recherches sur comment est-ce que différents mouvements militants pour la langue, que ce soit le mouvement pour la promotion de l'espéranto, par exemple, que ce soit le mouvement pour la promotion de la nouvelle écriture latinisée qui, à Shanghai, à partir des années 30, et puis globalement en Asie du Sud-Est, à la fin des années 30, promeut la suppression des caractères et l'écriture du mandarin et de différentes langues régionales dans une écriture alphabétique. Mais voilà, mes recherches m'ont conduite à partir de là à réfléchir sur la manière de comment est-ce que tous ces mouvements pour les réformes de la langue, qu'ils soient étatiques au niveau des linguistes qui pilotaient la question de la réforme de la langue nationale ou qu'ils soient des mouvements militants par le bas, posent la question du genre en langue et posent la question de la place des femmes dans ces réformes de la langue, de la place des femmes souvent dans l'éducation des enfants, puisque ce sont elles qui, en première ligne, avant l'entrée à l'école, éduquent à ce qui était considéré comme la bonne prononciation en mandarin ou vraiment l'enseignement des langues dès la petite enfance. Et voilà, et comment est-ce qu'on pense la question du genre en langue à partir de là, plus largement dans le monde sinophone au XXe siècle. Et donc j'ai, dans ce cadre-là, un peu travaillé sur la manière dont les féministes taïwanaises dans les années 70 et 80 s'emparent, elles aussi, de ces questions. Et du coup, qu'est-ce qui ressort de ces mouvements? Ce qui ressort de manière assez intéressante, c'est que ces différents mouvements qui n'ont pas tous forcément la mémoire historique des uns des autres, ou s'ils ne sont pas contemporains, ou qui n'étaient pas forcément en contact, mais avec des points, des points d'affleurement du débat qui sont les mêmes. Typiquement pour la question des années 70-80 et des féministes à Taïwan, ce ne sont pas des personnes qui, à ma connaissance, et pour autant que les sources d'archives et les entretiens l'ont montré, connaissaient les débats qui ont eu lieu en Chine dans les années 20. Là, cette rupture mémorielle-là a été faite par la guerre et par les générations. Mais néanmoins, cette question du sexisme intrinsèque ou pas des caractères est quelque chose qui ressurgit dans le débat. À un moment donné où ça ressurgit dans le débat. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui dans les débats, ou est-ce que ça a un peu disparu? Alors c'est quelque chose qui revient un peu sur la question des pronoms. Et c'est vrai que ça a été un sujet très intéressant à traiter
dans sa profondeur historique et d'un point de vue d'historien, puisqu'il s'agissait de débats qui sont extrêmement similaires à ce qui peut exister aujourd'hui en termes de comment est-ce qu'on parle des personnes, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on traite le genre en langue, comment est-ce qu'on choisit ou pas la manière dont quelqu'un s'adresse à nous. Et en même temps, dans un contexte historique, bon, il y a un siècle à peine certes, mais qui est complètement décorrélé du contexte actuel. Et donc le défi de tout instant, mais qui est propre au défi de la recherche en histoire, c'était d'arriver avec des questions bien sûr qui sont celles d'aujourd'hui, mais de lire les sources uniquement et exclusivement dans le contexte de leur époque, sans leur faire dire ce que des lunettes du XXIe siècle semblent leur faire dire, et en même temps en récupérant le potentiel de ces sources et de ces débats pour éclairer nos débats d'aujourd'hui. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur à la fois de mes projets de traduction et de ma recherche, c'est de réfléchir aux manières dont on n'a pas inventé la poudre et dont les différents débats et différentes idées politiques traversent différents moments de l'histoire récente du monde sinophone. Et donc, tu disais aussi qu'il y a un livre qui est en cours de préparation au sujet de ces politiques linguistiques et politiques de genre en Chine dans les années 1910 à 1950, c'est ça ? Effectivement, il y a un livre en cours d'écriture. Qui sortira en anglais, tu dis ? En anglais. Eh bien, on l'attendra alors, tu pourras revenir nous en parler quand... Avec plaisir. Les archives taïwanaises sont toujours un lieu merveilleux de recherche de sources pour différents projets, donc avec plaisir. Eh bien, merci pour tous ces partages, Coraline Jortet. Et puis, à bientôt donc pour la suite de tes recherches, peut-être dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine, selon ce qui vient. Avec plaisir, merci beaucoup.